Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape du Tour du Danemark. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée avec le résumé de la course, et puis on parlera des coureurs top, des flops de cette journée, et puis on fera un petit point sur le classement de cette première étape de la course que nous allons suivre pendant toute la semaine. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si on sait que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à regarder, alors je ne sais pas si elle est déjà en ligne ou si elle sera en ligne un petit peu plus tard dans la soirée, la vidéo sur les transferts qui est également disponible. On parle des résultats de la semaine dernière, également sur les grandes courses du calendrier. Et puis on commence tout de suite cette vidéo. N'hésitez pas à faire un super thanks si vous avez les moyens et à cliquer rapidement sur les notifications et sur la miniature. La solution la plus facile, c'est de rajouter la petite cloche à côté du bouton abonnez-vous. On commence tout de suite avec cette étape. Une étape qui était intéressante dans sa conception. Il n'y a pas besoin des fois de faire 4000 mètres de dénivelé pour avoir du spectacle. C'est la confirmation aujourd'hui sur ce Tour du Danemark. On devait avoir quoi, 1500 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Il y avait en fait une grosse bosse sur le parcours. La bosse, elle a été placée à un endroit extrêmement stratégique. L'approche de la bosse, en fait, a été technique. On était sur une route qui n'était pas extrêmement large, mais qui n'était pas dangereuse non plus. On peut utiliser des routes qui sont peu larges quand c'est bien fait et bien indiqué. Et on n'était pas en descente, on était sur du plat, on était le long de l'eau. Il y a juste un endroit où on aurait peut-être pu protéger un petit peu plus parce qu'il y avait, j'ai l'impression, de là où j'étais, un pan de mur de maison qui était un petit peu proche de la route, mais sinon il n'y avait rien d'autre à dire. Et ensuite, à cet endroit-là, il y avait une épingle. Et en fait, c'était une question de placement aujourd'hui. Il fallait être placé et ensuite derrière, il fallait quand même avoir les jambes. De toute manière, il fallait avoir les jambes pour être bien placé et il fallait avoir les jambes pour gagner la course du jour. Et ça a été très spectaculaire dans le final de cette étape. On commence tout de suite avec le résumé du jour. Le premier attaquant de la journée, c'était à 174 km de l'arrivée. C'est un coureur, c'est Nielsen, un coureur de l'équipe développement de la Decathlon. Je rappelle qu'on n'est pas sur une épreuve World Tour du côté du Tour du Danemark, même si on a Uno X, Visma notamment, et Lidl Trek et Picnic qui sont au départ. À 165 km de l'arrivée, attaque de Victor Vercouilly avec Johansson, Dahl, Clarisse, Hochstadt et Pluto, un coureur lituanien, letton, pardon, Pluto. Cette échappée qui sera la bonne, l'écart max sera de 3 minutes. On aura une chute à 143 km de l'arrivée avec Del Grosso impliqué avec Foldager et Wang. À 132 km d'arrivée, Hochstedt gagne le premier grimpeur de la journée. Ça va être une belle bagarre même. Ces grimpeurs avec Dahl, également le coureur de la réserve de la Decathlon AG2R. Les deux vont finir à égalité de points en fin de journée. À 90 km de l'arrivée, l'écart n'est plus que de 1 minute 46. Dans le peloton, c'est Alpecin qui roule avec la Uno X ou encore la Lidl Trek. Vous avez Dahl qui gagne le sprint intermédiaire pour l'échappée. Et puis Johansson qui fait deuxième devant Hochstedt, le troisième larron de cette échappée. Pluto va être lâché à 68 km de l'arrivée et l'écart qui va passer sous la minute à 63 km de l'arrivée, on va même atteindre les 45 secondes à 60 km de l'arrivée. Et puis il va y avoir la chute d'un coureur, j'ai oublié son nom et puis j'ai mal écrit, je ne sais plus qui est tombé. C'est un coureur, c'est Vlot, un coureur de la Picnic, voilà, je m'en rappelle. Et puis l'écart qui est à 45 secondes, on va laisser repartir l'échappée. 1 minute, 1,45 à 55 km d'arrivée, pardon, et on va même quasiment atteindre les 2 minutes 25. On arrive dans le circuit final, premier passage par la côte dont je vous ai décrit, donc avec une épingle, l'épingle va arrêter tout le monde, et dans cette première montée, eh bien c'est la Lidl qui décide d'attaquer. On voit Pedersen, on voit Skelmose, on se retrouve à avoir un groupe d'une quinzaine de concurrents, 15-20 concurrents au sommet, un groupe où on va avoir pas mal d'accélération, on a du mal à avoir une cohésion
Et Krag Andersen va réussir à faire une petite échappée. Le champion du Danemark désormais, qui va prendre une dizaine de secondes d'avance sur ce groupe-là, mais qui sera repris avant le passage par la deuxième montée. Avant cela, on fait un point sur le classement à 40, enfin sur la situation de course à 40 km de l'arrivée. Vous avez l'échappée qui a toujours 1 minute 28 sur le groupe numéro 2, donc le groupe Lidl qui est là. Et puis le peloton, on va dire, est à environ 1 minute 40, 1,45. Peloton, vous avez la Visma, vous avez également dans ce peloton pas mal de coureurs de la Uno X qui se sont fait piéger. Et puis à 34 km de l'arrivée, accélération de Mads Pedersen. Le seul qui arrive à suivre dans un premier temps, c'est Lukas Kubis dans ses deuxièmes passages de la montée. Ils seront rejoints ensuite par Skelmose, Blumlevi ou encore Niklas Larsen. Ces 5 hommes qui vont ensuite tenter de revenir sur le groupe de devant, qui a toujours une grosse minute d'avance. On retrouve derrière un troisième groupe à une trentaine de secondes de retard. Dans ce troisième groupe, on retrouve notamment Van Baarle, Segard. On a aussi Zinglé, par exemple, dans un groupe voilà, qui essaye de revenir à 22 km de l'arrivée. Nous sommes dans le dernier passage de cette montée. Dans l'échappée, Janssen et Clarisse réussissent à sortir. Et ils vont prendre pas mal d'avance, une vingtaine de secondes d'avance sur leurs homologues qui vont être repris à 10 km de l'arrivée par le groupe, qui vont être repris même les homologues un peu avant, à 18-17 km de l'arrivée, par le groupe Mads Pedersen. Derrière, eh bien, nous avons le peloton qui est à une quarantaine de secondes de retard et qui n'arrivera jamais à rentrer. Malgré le fait que la Visma ait essayé de catapulter Axel Zinglé, eh bien ça n'a pas suffi pour revenir sur les hommes de tête. À 10 km de l'arrivée, les deux hommes donc on avait à l'avant de la course, Clarisse et Janssen, qui sont récupérés par le reste du groupe Pedersen. Alors on va bien voir quelques accélérations, quelques attaques pour ce groupe qui a 1 minute d'avance sur le peloton. On va avoir Dahl qui va être lâché, le coureur de la réserve de la Decathlon AG2R, certainement des crampes du côté du coureur danois. Et puis on arrive dans le final, on va bien avoir une attaque de Victor Vercouilly, le coureur de la Flanders paloise, mais ça ne suffira pas à désorganiser la Lidl Trek avec un Skelmose qui va emmener parfaitement le sprint pour notre ami Mads Pedersen qui va s'imposer aisément. Et oui, Lukas Kubis qui était dans la roue va perdre la roue du Danois. Et puis Niklas Larsen ou encore les coureurs qui étaient dans l'échappée matinale n'arriveront pas à suivre la cadence infernale de Mads Pedersen qui s'impose avec un gros vélo d'avance sur ses adversaires et en s'étant relevé, on va dire à 25-30 mètres de la ligne d'arrivée de cette étape. Et ben voilà, c'était le résumé de cette journée. Pas de notes de l'étape, hein. Vous savez que les notes de l'étape sont réservées aux 3 grands tours. On regarde donc tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté de l'étape du jour, sur ce Tour de Danemark, on commence avec bien Mads Pedersen, dominateur aujourd'hui, Mads Pedersen. Et en plus, ce que j'ai aimé avec cette étape de Mads Pedersen, c'est qu'il a gagné à la Mads Pedersen en étant animateur de la journée. Il aurait pu rester à l'arrière du groupe et attaquer dans le dernier tour de la course. Non, il décide avec son équipe d'être très offensif. C'est eux qui roulent derrière l'échappée pendant une grande partie de l'étape. Et puis derrière, ils ont décidé de déposer tout le monde dès la première montée. En fait, ils ont profité. Je pense qu'ils ont vu que certains coureurs n'étaient pas super bien placés à ce moment-là, et même certains étaient complètement arrêtés dans l'épingle pour se lancer et accélérer. Et puis bon, à la fin du premier tour, ils se font reprendre par le reste du peloton, sauf que le reste du peloton n'a jamais réussi à remonter. Et puis derrière, nouvelle attaque de Pedersen, là très costaud à part Kubis. Personne n'arrive à suivre à ce moment-là, mais il faut saluer le travail collectif de cette équipe, notamment Skelmose qui n'a pas hésité à rouler dans le final, Krag Andersen, parce que Krag Andersen il a permis au Lidl Trek de ne pas rouler lors de la première boucle, de ne pas faire autant d'efforts parce qu'ils avaient un homme devant. Et puis n'oublions pas également Albert Philipsen
qui a vraiment extrêmement bien catapulté Mats Pedersen lors de sa première accélération. Et je trouve qu'on a tout bien fait collectivement. On était fort, certes, du côté de la Lidl Trek. On prend déjà un bel avantage pour le classement général parce que reprendre 40 secondes à Askelmose ou à Pedersen, il va falloir quand même y aller, surtout que le contre-la-montre est de 14 km. Et on sait que Pedersen aurait travaillé le contre-la-montre potentiellement pour les championnats d'Europe parce qu'il se dit qu'il aurait envie, pourquoi pas, de porter le maillot de champion d'Europe du contre-la-montre. Il aurait vu le parcours et il serait dit tiens, c'est un parcours qui me plaît, où je peux être efficace. Il faudra donc se méfier du Danois du côté des championnats d'Europe en France que l'on suivra sur la chaîne de manière assez importante sur ces championnats d'Europe. Mais oui, il a été très costaud, très costaud sur cette étape, Mats Pedersen, et l'équipe Lidl Trek en général qui a dominé. Avec beaucoup de Danois dans cette équipe, donc forcément une envie particulière, je pense, de faire un résultat et un très grand résultat. Aujourd'hui, on poursuit du côté de cette étape après ce grand Mats Pedersen qui a dominé la journée et cette Lidl Trek qui a dominé la journée. Eh bien, Niklas Larsson, moi ça reste quand même une incompréhension, Niklas Larsson, le fait qu'il soit toujours dans une équipe continentale. C'est-à-dire que pour moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'a pas réussi à exprimer son talent chez Uno X. En fait, c'est ça que je trouve surprenant. Parce que il y en a d'autres comme ça, de coureurs où tu te dis, bah oui, ils n'ont jamais réussi à exprimer leur talent peut-être au haut niveau. Je pense notamment aux coureurs qui était passé chez Bingo l'an dernier ou il y a 2 ans. J'ai oublié le nom de ce coureur, ça va peut-être me revenir. Mais un coureur français, voilà, qui était très bon également dans les équipes continentales et qui n'avait pas forcément réussi à exprimer son talent dans des équipes un petit peu plus fortes parce que ça ne marchait pas tout simplement pour lui. Et c'est vrai qu'il y a des coureurs comme ça où tu te dis ah oui, c'est surprenant parce qu'ils ont les qualités pour. Ils ont même les qualités requises. Voilà, c'est des coureurs qui sont extrêmement efficaces. Et puis, ils n'arrivent pas à vraiment sortir des très bons résultats. Voilà, Alexis Guérin, dont je pensais qui, dans des équipes un peu plus grosses, n'a pas forcément réussi à exprimer son talent. C'est un coureur qui est très fort en continental, mais au-delà du continental, qui a remporté notamment cette année le Trofeo Joaquimo Agostinho, le Grand Premio International Berrias. Également parce qu'il est dans l'équipe Anicolor désormais Tienne 21 mais qui sur des épreuves d'un niveau supérieur ou dans des équipes d'un niveau supérieur n'a pas réussi à exprimer son talent. C'est peut-être le problème tout simplement d'un Niklas Larsson, mais on l'avait vu notamment à Cholet. J'avais pas fait le débrief de la course mais j'avais vu cette épreuve où il avait été très performant. Il a été 3e également de la NXT Classic, l'ancien Tour du Limbourg, vainqueur du Tour du Loir-et-Cher, également 2e du Grand Prix Herning, 3e de la Sulvanden Grand Prix du Ringerike Grand Prix du côté de la Norvège, 2e du Tour d'Estonie également. Mais voilà, sur ce Tour du Danemark, il peut vraiment faire un très bon résultat et il faudra faire attention à lui parce que c'est vraiment un coureur qui est très costaud et qui est en train de réaliser sa meilleure saison chez les professionnels. Et pourtant il avait remporté le Tour du Danemark en 2019. À l'époque il avait battu qui même en 2019 sur le Tour du Danemark? Il avait battu Jonas Vingegaard quand même, Rasmus Quad, Norman Nett, Brent Van Moor et Jasper De Bus également. Il avait battu Michael Berg aussi. Voilà, il avait battu du bon monde. Alors Rasmus Quad qui est désormais directeur d'une équipe amateur. Voilà. Mais c'était un coureur qui était très costaud. Voilà. Et je ne comprends pas ce qu'il fait en 2e division. Et là, pour suivre quand même le rythme de Mats Pedersen, surtout qui revient dans un 2e temps. Au départ, il n'est pas dans le premier groupe. Il arrive à faire vraiment la jonction derrière. Donc là, c'est extrêmement costaud de sa part. Et puis ensuite,
eh bien, il arrive à tenir la cadence. Alors oui, sur le sprint, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à montrer sa puissance, Niklas Larsson, mais voilà, vraiment, c'est une incompréhension pour moi que ce coureur soit en deuxième division. Un autre coureur danois qui a fait une belle étape, alors c'est vrai que les Danois dans l'échappée ont été bons, hein, les coureurs dans l'échappée ont été bons, que ce soit le coureur de la réserve de la Décathlon, Victor Vercouilly, Johansson, également Clarisse, mais également Hochstedt, le coureur de la team Colo Quick. Alors une équipe qui est là depuis de nombreuses années, hein, la Colo Quick, en continentale, moi je crois que j'ai toujours connu, voilà, parce que c'était l'équipe Désigna Coquen, mais c'est une équipe qui est là depuis énormément d'années, qui a vu pas mal de coureurs passer dans cet effectif. Et donc cette équipe Colo Quick, on a eu à Johan Price Peterson, Salby notamment, parmi les coureurs qui sont passés pour cette formation. Et bien là, on a encore trouvé une belle pépite avec Konrad Hochstedt, qui était dans l'échappée, et c'était loin d'être évident déjà de prendre la bonne échappée. Ça a mis une petite vingtaine de kilomètres, mais aussi de tenir la cadence une fois qu'ils ont été rattrapés par les hommes de tête, surtout à 20 ans. Et il a fait vraiment une belle performance. Alors vainqueur cette année d'Eschborn Frankfurt en moins de 23 ans, quatrième d'une étape de la course de la paix, également dans son palmarès. Et puis on le verra peut-être sur des courses comme le Tour de l'Avenir. Il y a peut-être une qualification à aller chercher pour ces jeunes coureurs danois sur le Tour de l'Avenir, ou peut-être sur d'autres épreuves, notamment les championnats du monde ou les championnats d'Europe en fin de saison. Mais vraiment très très intéressant, hein, ce qu'il a montré sur cette épreuve. Donc un coureur à suivre peut-être sur cette semaine, Konrad Hochstedt. De toute manière, on va le suivre parce qu'il est en tête du classement du maillot à poids et que c'est extrêmement serré avec Marius Ingo Dahl, le coureur de la réserve de la Décathlon à 19 ans. Ce coureur qui a pris une très très belle échappée. Pas forcément pour lui un gros palmarès, hein, pour le moment, pour ce coureur danois, 25e de Paris-Roubaix Espoir, mais là, il a montré des belles choses aujourd'hui. Lui, il a un frère également qui a 19 ans, mais qui n'est pas encore chez les professionnels. On poursuit du côté de cette étape avec Łukasz Kubis. Globalement, c'est une belle journée pour Łukasz Kubis. Il est deuxième pour la Unibet, ça marque des points UCI. La journée n'est pas mauvaise, mais comme souvent ces derniers temps, on en attend peut-être plus de Łukasz Kubis. On sait que c'est un coureur qui est performant, on sait que c'est un coureur qui est très bon dans ce registre-là, le registre de Mats Pedersen, c'est-à-dire sur le registre sprint, punch, sur des étapes avec des petites bosses. Mais on a l'impression que sur la gestion de course, il y a parfois des erreurs. Là, je pense que Łukasz Kubis, il suit à tout prix Mats Pedersen, sauf que tu vois qu'il se met complètement dans le rouge pour suivre Mats Pedersen. Et je pense que ça lui coûte un petit peu d'énergie pour la fin d'étape. Ensuite, dans son sprint, il a la roue de Mats Pedersen et il va perdre la roue à 400 mètres, 350 mètres, alors qu'on est dans un tout petit groupe. Tu peux pas perdre la roue d'un Mats Pedersen dans un petit groupe comme ça. Il faut t'accrocher, il faut peut-être sortir un petit peu les coudes. Là, j'ai l'impression qu'il a été trop gentil et ces deux erreurs-là fait qu'il y a un vélo d'écart avec Pedersen. Alors peut-être qu'il n'aurait pas battu Mats Pedersen, mais on se dit quand même qu'il aurait pu peut-être mieux faire dans la manière de sprinter aujourd'hui du côté de Łukasz Kubis. Donc petite déception pour moi, voilà, pour Łukasz Kubis, parce que je me dis, ça aurait pu être mieux du côté du coureur slovaque qui est chez Unibet, encore pendant 2 saisons. Hein. Lui, le champion de Slovaquie de course en ligne encore cette année. Hein. Il porte encore le maillot cette année, mais c'est vrai que là, Kubis, on se disait, il y a peut-être capacité de me faire, et puis il faut se montrer, parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée de Runo Vegan, il faut montrer ce qu'on sait faire. Voilà, du côté de Kubis, il faut montrer à Runo Vegan, peut-être à distance, déjà qu'on ne sera pas un simple souffre-douleur. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. 2 bonnets d'âne aujourd'hui avant de passer pour les classements. On commence avec Alpecin. On s'est bien raté aujourd'hui du côté d'Alpecin. Je pense très clairement Philipsen, il est présent lors du premier tour.
Mais je pense il a voulu tout de suite être dans la roue de Pedersen. Il s'est dit, faut pas que Pedersen parte, faut pas que Pedersen parte, faut pas que Pedersen parte, sauf que Pedersen n'est pas parti à la fin du premier tour, mais il restait encore 2 passages par la bosse, et que sur les 2 passages d'après, ils ont complètement explosé. Du côté de Philipsen, peut-être un peu trop court aussi, hein. Faut savoir que il revient après sa grosse chute sur le Tour de France. La grosse chute sur le Tour de France, nous sommes le 12 août. C'était il y a un mois, un gros mois. Donc peut-être qu'il est encore un peu juste par rapport à la charge d'entraînement qu'il a pu avoir. Mais dans ce cas-là, il fallait peut-être plutôt miser sur Del Grosso. On a un deuxième coureur. Et là, du côté de Del Grosso, il a été assez transparent aussi à partir du deuxième passage. On ne l'a pas vu, alors peut-être que sa chute à 70 km de l'arrivée, un peu plus, la chute de ce coureur a peut-être eu des conséquences. C'était à 143 km de l'arrivée. Il est peut-être un petit peu fatigué. Et puis après, du côté d'Alpecin, on a lâché l'affaire assez vite. Quand on a vu à un tour de l'arrivée qu'on ne revenait pas, on a décidé de se mettre en retrait et de récupérer pour l'étape de demain. Étape de demain qui sera très courte et qui devrait plutôt convenir à Philipsen, parce que ça sera une étape toute plate, mais il y aura de la concurrence quand même avec Pedersen, avec le retour de Jakobsen. On ne sait pas encore trop à quel niveau. Est-ce que c'est lui qui fera le sprint ou Nils Seekhoff? Axel Zinglet du côté de la Visma, il y aura du monde également. Donc ça sera intéressant à suivre. Barenschkold également du côté de la Uno X. Mais c'est vrai que du côté de l'Alpecin aujourd'hui, ça n'a pas été la fête du slip. On s'est un peu raté dans le final de cette étape. On s'attendait peut-être un petit peu mieux. Et puis également du côté de la Visma, on était à contre-temps aujourd'hui. Mal placé, très mal positionné au premier passage dans la bosse. Ça a eu des conséquences parce que derrière, elles n'ont jamais été dans le bon timing. Très vite, ils se retrouvent en sous-nombre dans le premier groupe, là où il y avait Pedersen, ce qui fait que ils essayent de revenir de l'arrière, sauf que ça revient jamais de l'arrière. Et quand ça revient de l'arrière, ce qui fait que les Zinglet et autres se sont retrouvés mal positionnés à l'approche du deuxième passage sur la bosse. Et puis après, ils ont eu un temps de retard. Alors ils ont bien essayé de revenir, mais c'était très désorganisé. Je trouve qu'au lieu d'essayer de catapulter et de faire un énorme effort sur 1 ou 2 km pour catapulter Zinglet, en sachant qu'à ce moment-là il y avait déjà plus de 30 secondes et qu'on n'allait pas reprendre 30 secondes dans la montée, on aurait peut-être dû rester collectivement ensemble pour tenter de rester à 45 secondes, on va dire, au sommet de la montée et tenter de rentrer à ce moment-là. Au final, Zinglet n'a jamais fait le jump. Van Baarle, qui a tenté également auparavant, une dizaine de kilomètres auparavant, n'a jamais fait le jump avec Segart. Et ça a été un petit peu compliqué sur cette étape, je trouve, du côté de la Visma. On n'a jamais été vraiment bien en place et c'est dommageable parce qu'un Zinglet se retrouve déjà à 38 secondes ce soir. Et en sachant le niveau de Mats Pedersen du côté du contre-la-montre, encore une fois, et de Skelmose, je dis l'écart devrait être encore plus important avec 15 km de contre-la-montre et des coureurs danois qui vont forcément être extrêmement motivés à domicile. Donc c'est dommage, du côté d'Axel Zinglet. C'est pas une saison forcément si facile que ça pour Axel Zinglet. C'est vrai, du côté du coureur français. Alors il y a des bonnes choses, mais je trouve quand même que 2024 était mieux du côté de la Cofidis. Alors oui, il y a eu les 4 jours de Dunkerque, il y a eu Paris-Nice. Déjà, il a assez peu couru, parce que c'est vrai qu'il a eu une grosse chute aux 4 jours de Dunkerque qui l'ont vraiment handicapé. Il a un peu du mal quand même sur certaines courses où on peut l'attendre. Alors il fait quand même des bons résultats. 4e à Berlétan sur Paris-Nice, c'est pas non plus ignoble ce qu'il a réalisé. Vainqueur de l'étape des 4 jours de Dunkerque à Amiens, mais parfois c'est un peu compliqué. C'est pas parfait du côté d'Axel Zinglet qui sera sur la Vuelta. Normalement, le coureur français, à la fin de ce Tour du Danemark, il ira du côté de la Vuelta qui aura lieu dans 2 semaines désormais. La Vuelta, ça sera même dans une dizaine de jours, ça sera le 23 août, ça sera même un départ un samedi, on partira d'Italie. On fera la présentation du parcours, parce que je crois que je ne l'ai pas encore fait du côté de cette Vuelta, et puis surtout on fera la présentation des favoris pour le dernier grand tour de la saison, du côté de cette épreuve. Allez, on regarde
tout de suite les différents classements pour finir. Parmi ces différents classements, eh bien, le vainqueur de l'étape du jour, Mats Pedersen devant Lukas Kubis, Høgstede et Niklas Larsson qui prend la 4e place. Vous voyez que le peloton finit à 38 secondes pour les meilleurs, en sachant qu'on prenait les cassures à la seconde près sur cette étape. Et puis, vous avez déjà des coureurs à plus de 4 minutes 30, comme Alex Edmondson par exemple, comme Enzo Leinze aussi, donc des coureurs qui sont déjà très loin. David Lozano pour la Novo Nordisk, Lurs, le jeune coureur allemand de la Decathlon, mais qui a du mal à exprimer son talent du côté de cette équipe. Et puis 3 abandons sur cette course déjà. Aguirre de la Euskaltel, Ruiz du côté de la Beat Cycling Club et Corkery qui n'a pas pris le départ du côté de la Picnic Post-Enel. Le classement général est le même avec des bonifications. Kubis est à 4 secondes, Høgstede à 5 secondes et Johansson et Larsson à 8 et 10 secondes. Et donc Henrik Pedersen est déjà à 48 secondes avec Menton et Axel Zingler. Le classement des sprinteurs, eh bien, c'est Mats Pedersen qui mène devant Kubis et Høgstede. Mais vous voyez que là aussi c'est assez serré pour le moment. Le classement de la montagne à égalité pour Høgstede et Dahl. On retrouve ensuite Johansson et Vercouilly à 12 points. Le classement du maillot blanc, eh bien, c'est Høgstede qui est en tête devant Dahl et Henrik Pedersen. Pas mal de jeunes coureurs sur ce Tour du Danemark. Et puis le classement par équipe, c'est la Lidl Trek qui mène devant la Uno X et la Team Flanders. Voilà, dans ce classement, il y a déjà des écarts après cette première étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite de ce Tour du Danemark avec une étape qui devrait plutôt convenir aux sprinteurs. On peut la voir rapidement, même cette étape de demain. Elle sera très courte entre Rodevreux et Gladax. 611 mètres de dénivelé positif. Il y aura seulement une petite côte de 2e catégorie au programme et on aura encore un circuit autour de Gladsaxe. Il faudra faire attention au vent sur ce circuit final parce que voilà, on n'est jamais proche, on n'est jamais loin du vent. Il faut savoir au Danemark et on tournera autour d'un lac, si je comprends bien, pour cette fin d'étape. Voilà, donc il faudra faire attention avec un parcours en ville, mais qui ne devrait pas être trop compliqué, mais avec une étape qui risque quand même d'être très plate. Donc ça pourrait également, deux côtes pardon, de 2e catégorie, mais ça pourrait être très animé dans le final avec une étape comme ça très courte. Beaucoup de coureurs qui vont jouer la gagne. Il faudra faire attention aux chutes du côté de cette journée. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!